Et si je vous disais qu'un petit pays d'Afrique de l'Ouest a eu le courage de dire non à l'un des empires les plus puissants du monde? Non à la soumission, non à l'humiliation, non à la colonisation. La France organise un référendum à travers ses colonies africaines. Presque tous disent oui, par peur, par prudence, par fatalisme. Mais un seul pays ose défier l'ordre établi, la Guinée. Et à sa tête, un homme au regard de feu et à la parole de tempête, Ahmed Sékou Touré. Ce jour-là, il prononce une phrase qui bouleversera l'histoire. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Ce moment, ce choix, cette audace, c'est l'un des actes les plus courageux de tout le XXe siècle africain. Mais derrière cette scène historique se cache un long chemin de résistance, de trahison, de douleur et d'honneur. La Guinée n'est pas un simple pays, c'est un symbole. Le symbole d'un peuple qui a combattu les armes à la main contre elle, envahisseurs français. Le symbole d'une nation qui s'est tenue debout, seule, face à l'abandon, au sabotage et aux sanctions. Le symbole d'une Afrique qui refuse de baisser la tête. Alors, si tu veux comprendre pourquoi ce petit pays a tant dérangé un empire, si tu veux découvrir la véritable histoire de la Guinée, celle qu'on ne t'a jamais racontée à l'école, tu es au bon endroit. Bienvenue dans Mentalité riche, la chaîne qui ouvre les yeux sur les réalités africaines et les leçons d'un passé glorieux. Abonne-toi maintenant, car ce qu'on va te révéler peut transformer ta façon de voir le monde. Like la vidéo, commente en bas ce que tu savais déjà de la Guinée et prépare-toi à être surpris. Bien avant que la France ne trace ses frontières artificielles sur la carte de l'Afrique, la terre que nous appelons aujourd'hui la Guinée était le cœur battant de civilisations puissantes, fières et souveraines. Dans cette région d'Afrique de l'Ouest, plusieurs royaumes structurèrent la vie politique et économique. Le Fouta Djallon, fondé par des musulmans peuls au XVIIIe siècle, où les chefs religieux guidèrent la société selon la charia, les royaumes côtiers comme ceux de la Basse-Guinée, actifs dans le commerce atlantique, et surtout l'un des plus grands symboles de résistance africaine, l'Empire Wassoulou, dirigé par Samori Touré. Samori Touré n'était pas un roi ordinaire, c'était un stratège, un diplomate, un chef militaire visionnaire. En moins de 20 ans, il bâtit un empire s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres, avec une armée régulière, une structure administrative organisée et des alliances solides. Son objectif? Unifier et défendre les peuples mandingues contre l'expansion coloniale européenne. Mais en Europe, une autre vision du continent africain se dessinait. La France, affaiblie par ses défaites militaires en Europe et avide de reconstruire un empire, voyait dans l'Afrique de l'Ouest un trésor à exploiter. Les objectifs étaient clairs, contrôler les routes commerciales, piller les ressources naturelles, notamment l'or, l'ivoire et la main-d'œuvre, et étendre son influence géopolitique. À partir du milieu du XIXe siècle, les expéditions militaires françaises commencèrent à se multiplier dans la région. Sous couvert de missions de civilisation, elles imposaient leur domination à coups de canon, de traités inégaux et de divisions internes. Les rivalités entre royaumes furent exploitées, les résistants pourchassés, et peu à peu la carte de l'Afrique fut redessinée au profit de la France. Mais en Guinée, rien ne se passa comme prévu, car ce territoire n'était pas prêt à céder. Les traditions étaient fortes, les leaders déterminés et la mémoire des grandes civilisations encore vives dans les esprits. Ce contexte explosif allait bientôt donner naissance à l'une des résistances les plus emblématiques de toutes les Afriques coloniales. Une résistance acharnée, sanglante, mais profondément héroïque. Lorsque les colonnes françaises s'enfoncent dans les terres guinéennes à la fin du XIXe siècle, elles s'attendent à une conquête rapide. Mais elles trouvent sur leur route un mur de feu, un nom qui allait devenir la terreur des officiers coloniaux et elle, orgueil de elle, Afrique de elle, Ouest, Samori Touré. Issu du peuple mandingue, Samori n'était pas un simple chef local. C'était un stratège hors pair, un meneur d'hommes capable de transformer des paysans en soldats disciplinés, armés non seulement de fusils, mais d'un idéal, défendre leurs terres, leur culture, leur liberté. Face à une armée française mieux équipée, il crée une armée régulière permanente, divisée en corps mobiles, avec une structure de commandement rigoureuse et des tactiques de guérilla avant-gardistes. Pendant plus de 15 ans, les troupes de Samori affrontent inlassablement les envahisseurs. Il organise des embuscades spectaculaires dans les forêts denses, harcèle les convois logistiques
piège les colonnes ennemies dans les marécages. Il sait que face à la puissance de feu européenne, il doit miser sur la mobilité, la ruse et la connaissance du terrain. Mais la guerre n'est pas seulement militaire. Samori tente aussi la voie diplomatique. Il envoie des émissaires, signe des traités avec la France, souvent bafoués, et cherche à nouer des alliances avec des autres chefs africains. Ces tentatives, bien que sincères, se heurtent à l'expansion brutale et méthodique de l'administration coloniale. La France, déterminée à soumettre cette dernière poche de résistance, mobilise des moyens colossaux, engage des campagnes de terre brûlées, détruit les villages, coupe les lignes de ravitaillement et manipule certains chefs locaux pour trahir la cause mandingue. L'empire Wassoulou recule mais ne plie pas. Même acculé, Samori déplace sa capitale, réorganise ses forces et continue de mener des offensives éclairs. Sa légende se propage bien au-delà de la Guinée, jusqu'au Mali, à la Côte d'Ivoire et au Libéria. Il incarne un rêve d'indépendance à une époque où presque tout le continent tombe sous la coupe européenne. Mais en 1898, épuisé, trahi par des alliés incertains et encerclé par les forces françaises, Samori Touré est capturé à Guélémou. Il est exilé au Gabon, loin de son peuple. Son empire est démantelé, ses soldats dispersés. Sur le papier, la résistance est brisée. Mais la vérité est tout autre. Car si Samori tombe, son esprit ne meurt pas. Il devient un symbole éternel de courage, de dignité et d'honneur pour toute l'Afrique. Ses combats, ses paroles, sa vision traversent les générations. Dans chaque village, dans chaque récit, dans chaque rêve d'indépendance, son nom résonne comme une promesse. La liberté ne se mendie pas, elle se conquiert. L'histoire d'un peuple ne s'écrit pas en un seul combat, ni en une seule génération. Quand les fusils de Samori Touré se sont tus, le feu de la résistance ne s'est pas éteint. Il a couvé en silence dans les cœurs, dans les villages, dans les chants et les mémoires. Et ce feu allait renaître, des années plus tard, sous une forme nouvelle, pas avec des armes, mais avec des mots, pas dans les forêts, mais dans les syndicats, les discours, les urnes. Ce feu s'appelait Ahmed Sékou Touré, mais avant lui, d'autres figures ont tenu la flamme allumée, des chefs coutumiers, des intellectuels, des paysans anonymes qui ont défié l'autorité coloniale au quotidien. Les Guinéens ont refusé de disparaître dans le moule imposé par la République coloniale française. Et c'est dans ce contexte qu'un jeune homme né en 1922 à Farana, descendant direct de Samori Touré, fait ses premiers pas sur la scène publique. Sékou Touré, dès son jeune âge, se distingue par une intelligence vive et un charisme naturel. Il est écarté des écoles coloniales classiques à cause de son insoumission. Mais cela ne le freine pas. Au contraire, il se plonge dans la lecture, dans l'histoire de l'Afrique, dans les idées panafricaines émergentes. Très tôt, il comprend que la domination ne se limite pas à l'armée ou à l'économie. Elle passe aussi par la culture, la langue, l'éducation. Dans les années 1940 et 1950, Sékou Touré émerge comme un leader syndical puissant. À la tête de l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, UGTAN, il mobilise les ouvriers, les fonctionnaires, les cheminots. Il organise des grèves massives, dénonce les conditions de travail imposées par la métropole, exige la dignité. Mais surtout, il redonne aux Guinéens la parole. Il leur rappelle qu'ils ont le droit de décider pour eux-mêmes. À travers ses discours, il ravive la mémoire des luttes passées. Il fait le pont entre Samori et la jeunesse moderne. Sa phrase célèbre résonne encore aujourd'hui. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Pour la France, il devient une figure de plus en plus gênante. Il refuse les compromis, décline les offres de poste dans l'administration coloniale. Il veut l'indépendance, totale, immédiate, irréversible. À mesure que son influence grandit, il devient un porte-voix du panafricanisme. Un allié des leaders comme Kwame Nkrumah au Ghana ou Patrice Lumumba au Congo. En 1958, lorsque De Gaulle propose aux colonies un nouveau pacte avec la France dans le cadre de la communauté française, la plupart des chefs africains hésitent. Beaucoup préfèrent rester sous l'aile protectrice de Paris. Mais Sékou Touré, lui, ose dire non. Un non qui secoue l'Afrique et humilie la France. 1958, une date gravée à jamais dans l'histoire de l'Afrique. La France, sentant la pression grandissante des mouvements indépendantistes, propose aux colonies africaines un nouveau choix politique.
soit rester dans la communauté française, une sorte de néocolonialisme maquillé, soit prendre le risque immense de l'indépendance totale. Beaucoup hésitent. Certains leaders africains, pourtant brillants, cèdent à la prudence. Mais en Guinée, un homme se dresse, droit, fier, inflexible. Ahmed Sékou Touré. Lors du référendum du 28 septembre 1958, il prononce des mots qui font trembler les murs de l'Élysée. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Et avec lui, tout un peuple vote massivement Nain, un nom retentissant, un nom qui résonne comme un coup de tonnerre dans un ciel post-colonial encore figé par la peur. La Guinée devient ainsi le premier pays africain francophone à rejeter la tutelle de Paris. Mais cette liberté, aussi pure soit-elle, a un prix. La réaction française est d'une brutalité inimaginable. Dans un dernier acte de vengeance impériale, l'administration coloniale quitte le pays en détruisant tout sur son passage. Les écoles sont vidées, les hôpitaux sabotés, les routes déstabilisées, les lignes téléphoniques arrachées. Même les dossiers administratifs sont brûlés. La France veut faire de la Guinée un exemple, un avertissement aux autres nations africaines. Voilà ce qui vous attend si vous osez la liberté. Mais ce que Paris n'avait pas prévu, c'est la dignité du peuple guinéen. Malgré la pénurie, malgré l'isolement, malgré les sabotages économiques, la Guinée refuse de plier. On voit des enseignants improviser des cours sous les arbres, des infirmiers soigner sans matériel, des ingénieurs bâtir avec presque rien. L'esprit d'indépendance est plus fort que les chaînes du passé. Sékou Touré, devenu président, tend la main au monde entier.